vous avez entendu Recording in Progress. Moi, je suis un peu étonnée parce que je croyais avoir quand même j'ai devant moi que les enseignants de chercheuses et je croyais sincèrement avoir des enseignants un peu du premier, deuxième degré et tout. Donc, j'ai préparé un truc hyper ludique. En plus, je me suis dit que ça va être du tea time. Donc, tout l'intérêt, en fait, de faire des choses pas super théoriques. Voilà. Donc, quand on parle de storytelling, bah, évidemment, c'est un mot composé de story et de telling. Du telling, donc raconter, la narration, quelque chose d'assez facile à comprendre. Par contre, le mot story n'est pas si facile que ça. On va parler des histoires, contes, anecdotes, contes de faits, et à chaque fois, il faut bien définir quel type d'histoire il s'agit. Donc, avant de parler de digital storytelling, aujourd'hui, le digital storytelling est beaucoup utilisé dans les médias, beaucoup utilisé dans le monde du marketing et de l'info-com. Mais avant de parler de digital storytelling, on a besoin quand même d'un petit cours historique pour savoir d'où on est venu et où on va. Donc là, je vais faire ça de manière hyper ludique. Ne vous inquiétez pas. Alors, le tout premier, la toute première narration des histoires avait commencé avec l'enseignement et le principe de Gurukul. Guru, c'est l'enseignant et Gurukul, c'est l'enseignant qui va s'asseoir en dessous d'un arbre typiquement et qui va donner son cours. Et quand il donne son cours, au lieu de faire un cours magistral, en fait, à l'époque, il racontait des courtes histoires. Et ces courtes histoires racontées, on les a qualifiées d'anecdotes. Ces anecdotes remontent au XIIe siècle. Selon Carlier, les anecdotes servaient de fondement à des enseignements religieux, mais ça apprenait aussi à comment vivre, quelle voie prendre. Ce n'est qu'en XVe siècle que le premier recueil de contes a été publié, Nouvelles de sens, et enfin en 1690, on a vu les contes de fées apparaître. Et cela montre d'une part que le terme histoire est hyper large et qu'il y a des différents types d'histoires et que ça date. Accélérons maintenant, au XXe siècle, il y en a de plus en plus de contes de fées. On va aussi compter des fables, on va parler des légendes, de la mythologie. Et pour bien distinguer le conte des autres membres de sa famille, Carlier, qui a rédigé son ouvrage en 98, a reconnu 3 caractéristiques majeures des contes. Que le conte ait une narration brève, qu'il est fictif, et puis qu'il met en scène du merveilleux. Côté technologie, il y a Microsoft qui a lancé sa première version de son logiciel de présentation PowerPoint en 1987, qui générait des pages uniquement en noir et en blanc. Et 1 an plus tard, on pouvait travailler sur des présentations en couleur. Alors, pour les personnes lambda et professionnelles, je pense notamment aux auteurs, aux journalistes qui aimaient bien travailler sur et avec la narration, ces inventions étaient réellement très importantes. On pouvait désormais manipuler des images numérisées, les combiner avec des textes, avec des graphiques. On pouvait produire un document avec plusieurs diapositives, chacune portant son propre message. Voilà, donc les premières histoires multimodales qui ont vu le jour. On avance un peu encore à l'ère de ce qu'on appelle le Web 2.0. Le Web 2.0, c'est le moment où l'Internet s'ouvre à tout le monde et tout le monde peut l'utiliser. De nouvelles applications sont lancées, de nouveaux outils sont créés qui permettent de manipuler, d'exploiter cette narration des histoires et de l'utiliser de façon très, très différente. Donc, avec les outils et les applications du Web 2.0, la façon dont on raconte l'histoire change aussi. On n'est plus dans cette perspective de l'univers où une personne rédige son histoire et qui va la raconter, mais on est dans un univers où il est possible de rédiger à plusieurs, à rédiger collectivement, plusieurs types de documents, la rendant plus intéressante, suscitant les interactions, les réactions autour de la rédaction multimodale. Et au final, d'envoyer cette histoire à un public très très loin ou de la poster sur son espace numérique. Pour vous donner un exemple concret, Halfaker, en 2005, s'interrogeait déjà sur les avantages de storytelling avec et sur les blogs. Et il a reconnu dans son cadre théorique 4 avantages principaux. Tout premier, le fait de pouvoir s'exprimer les émotions. Le fait que les histoires peuvent aider les enfants, des adultes, à exprimer leurs sentiments d'une manière divertissante. Deuxièmement, ça laisse une grande place à l'imaginaire. Troisièmement, ça permet d'améliorer les compétences langagières et puis de faire avancer la littératie, le développement du langage, tout ce que les enseignants savent depuis des années. Ce qui nous ramène finalement à la thématique de cette rencontre.
de Tea Time qui s'appelle Digital Storytelling. Alors, un digital story, qu'est-ce que c'est? Il y a 4 éléments qui font qu'une histoire multimodale devienne une digital story. Qu'il soit tout d'abord de durée courte, ça ne dure pas plus de 5 minutes, donc c'est entre 2 minutes et 5 minutes. Forcément, ça va combiner des modalités, la modalité traditionnelle de la narration avec des outils numériques et du multimédia. C'est presque toujours publié en ligne, mais ça, aujourd'hui, vous allez voir, ça change quelque part. Et la chose la plus importante, c'est le fait que l'auteur raconte l'histoire en utilisant sa propre voix. C'est cette caractéristique qui fait qu'une histoire est vraiment une histoire digital story, parce que si on ne raconte pas soi-même son histoire, ce n'est pas vraiment un digital story. Une autre petite précision, on peut parler des digital stories créées par les enseignants pour l'enseignement, mais on peut aussi faire créer des digital stories par les apprenants. Et moi, je me situe plutôt dans cette deuxième perspective où je fais créer des digital stories par mes étudiants. On a normalement 3 catégories de digital storytelling, les narratives personnelles, donc les histoires qui racontent des incidents principaux de quelqu'un, de moi-même ou de mon ami, des histoires, enfin les documentaires, forcément historiques, qui examinent des événements historiques, et des histoires qui sont utilisées pour informer ou pour instruire le spectateur sur un certain concept ou sur une certaine pratique. Et moi, je me situe plutôt dans cette deuxième perspective-là. En 2012, quand j'ai fait ma thèse, j'avais fait créer des digital stories en petits groupes pour un public d'apprenants en L1 qui suivait un module complémentaire sur la didactique de l'anglais. Alors déjà, c'est très tôt pour eux de commencer à réfléchir à l'enseignement, mais voilà, c'était un module complémentaire qui a été offert à l'Université Grenoble-Alpes. Et à partir de cette première expérience, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de limites. Je ne vais pas vous parler de toutes les limites, mais limite la plus importante, c'était le manque de situativité. En gros, le produit final qui était conçu était un peu trop long, c'était beaucoup plus long que 5 minutes et pas du tout convenable à une véritable utilisation à l'école ou au collège. Et donc l'année suivante, j'ai mis en place un deuxième cycle où le niveau de situativité a été beaucoup plus élevé. J'ai pris contact avec l'inspectrice de l'Académie de Grenoble, j'ai contacté mon petit réseau des assistants de langue partout et j'ai réussi à avoir 7 enseignants des écoles primaires qui ont accepté de tester les supports que créent mes étudiants. Et donc, il y avait un vrai but derrière la création de ces stories. En gros, 26 étudiants ont participé en 4 équipes, donc ils travaillaient toujours en petits groupes et on avait créé 8 contes. Voici les titres des contes qui ont été créés et les écoles où ça a été envoyé. Ça a toujours été ciblé école primaire et les élèves visés étaient donc en CM1, CM2. Et là, je vais vous montrer 3 extraits de ces digital stories pour vous montrer vraiment ce que ça veut dire un digital story. Donc, j'ai 3 extraits très, très courts. Voilà, c'est le tout premier. In Africa, there are lions. Look, an orange lion. OK, le deuxième. Dad always tells me stories. Now I want to travel. My boat is on the sea. I see lots of fish, dolphins and seagulls. OK. Et le troisième conte qui s'appelle The Real Treasure. J'aurais dû déjà les lire, les titres. She finds a big piece of treasure and, sleeping on it, a scary dragon. So, she screams. Her scream wakes up the dragon, who screams even louder and goes hiding behind a tiny rock. Sam laughs very hard. Did I scare you? She says. OK, voilà. Donc, toutes ces histoires ont été téléversées sur une application qui s'appelle VoiceThread et que moi, j'avais imposé parce qu'à l'époque, en 2012-2013, on n'utilisait pas autant les technologies, on utilisait beaucoup moins. Et donc, moi, je donnais tous les outils. Ce qui n'est pas le cas de l'année dernière, quand j'ai mis en place un projet de storytelling,
auprès des étudiants de Master 1 Sciences de l'éducation. Donc déjà, ils sont beaucoup plus grands, ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils ont un niveau A2, B1 en anglais. Et donc, j'avais conseillé aucune thématique en commun. Par contre, j'ai beaucoup fait travailler la prononciation, la prise de confiance en soi, etc. Et à partir de là, ils ont créé tous des histoires très, très différentes. Donc, je vais vous montrer un extrait court, mais ce que je veux vous montrer, justement, c'est la grosse différence qu'on peut avoir dans ces différentes histoires. Alors, cet exemple s'appelle, l'histoire s'appelle « Are we really different ?» Et c'est censé être une narrative personnelle, mais vous allez voir, ce n'est pas une vraie narrative personnelle parce que c'est un groupe de 3 personnes qui l'ont créé. Voilà. Voilà. Donc, on voit déjà un certain niveau de maturité dans ce genre de story par rapport aux anciennes stories que je vous ai montrées. Ce qui est lié bien sûr à la consigne que l'enseignante avait donnée, mais aussi lié à leur âge. Ce n'est pas le même type d'histoire qu'on va créer quand on est en M1 qu'on va créer quand on est en L1. Alors, plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? À chaque fois que moi j'ai élaboré un projet de digital storytelling, j'ai utilisé ce processus. Il y a donc 4 phases. Une phase de pré-production où on est nécessairement obligé d'écrire et rédiger ce qu'on appelle un script. C'est le script qui va faire qu'on va après décider comment on va créer l'histoire. C'est le script qui va être écrit, qui est normalement aussi corrigé par l'enseignante. Donc, on fait travailler toute une expression écrite avec le groupe ou avec l'étudiant. Et on planifie le projet, etc. Deuxième phase, c'est la phase de production. Et là, c'est là où on va commencer à s'enregistrer, on va réfléchir à comment on va mettre des choses ensemble, qu'on va faire dans la troisième phase de post-production, putting it all together, et enfin la phase de distribution. C'est là où on va penser à la diffusion, on va se dire, mais comment on va faire maintenant pour diffuser? Moi, ce que je fais à chaque fois, c'est qu'on a le tout dernier cours où on regarde les histoires tous ensemble et puis on peut voter pour la meilleure histoire qu'on a aimée, etc. Et à ces 4 phases, je rajoute toujours 2 phases. Une première phase de l'intro. Il est très, très important d'introduire ce projet aux étudiants, d'expliquer les phases, d'expliquer pourquoi on fait ça, d'expliquer les différentes compétences qu'on va travailler à partir de ces histoires, parce que un projet de telle envergure demande un investissement très important, un engagement, un minimum de la part des apprenants. Donc voilà, il faut prévoir cette phase d'intro et puis une phase d'évaluation et c'est justement de ça que j'aimerais bien qu'on discute plus tard. Quelques petites suggestions très, très pratiques. Si jamais vous voulez travailler avec le digital storytelling, il faut mettre en place un seul et unique projet du semestre. Il ne faut pas être trop ambitieux, il ne faut pas mettre en place 3-4 projets parce que sinon, ils n'arrivent pas vraiment à s'investir et ça devient beaucoup. Et ce qui est vrai, c'est qu'ils veulent travailler sur un digital storytelling. Vous avez vu, c'est ludique, c'est créatif, ils adorent faire ça, mais ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement. Deuxième suggestion, il faut toujours prévoir un visionnage avec l'enseignant avant la diffusion. Ce qui veut dire que si jamais je fais passer toutes mes digital stories en séance 12, je vais leur dire d'être prêtes en séance 10 pour qu'on puisse après, moi je vais pouvoir regarder les histoires avec eux. On peut faire des modifications en séance 11 et en séance 12, on a applause. À la fin, on va regarder tous ensemble. Il faut aussi prévoir une modalité de travail à distance parce que c'est un travail énorme. On va prévoir le travail en classe, mais il faut aussi prévoir une sorte de Moodle ou alors un travail sur les blogs. Ou même si on leur dit, n'hésitez pas à vous contacter sur Facebook ou sur WhatsApp, prévoyez vous-même des modalités de communication. Mais c'est quelque chose qu'il faut réfléchir en amont. On a besoin des consignes hyper claires. Il faut bien préciser que vous ne pouvez pas dépasser les 5 minutes, que sur chaque slide, vous allez avoir un seul message. Quels sont les différents mots sémiotiques que vous attendez? J'attends une image graphique, etc. Je ne veux pas des textes, etc. Voilà. Et enfin, il faut absolument prévoir un temps de formation aux outils technologiques. Alors ça, on peut prévoir à partir des spécialistes qui viennent donner un cours, par exemple GIMP, moi je ne sais pas trop l'utiliser, mais j'ai toujours eu une spécialiste qui venait en cours et qui expliquait aux étudiants comment s'y prendre. Je sais utiliser Movie Maker et quand j'étais en thèse, j'avais conseillé VoiceThread, mais aujourd'hui, mes étudiants utilisent Movie Maker, ils utilisent les logiciels qu'ils aiment bien. Et encore donc, et finalement, il n'y a que 3 questions que moi j'aimerais bien auxquelles j'aimerais bien qu'on réfléchisse.
Quelle diffusion prévoir? Je sais que côté légal, on n'a pas droit de tout diffuser, de diffuser les vidéos des gens où on voit les visages, etc. Donc voilà, quel type de diffusion prévoir? Quelle autonomie du groupe? Quelle autonomie de l'apprenant? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on permet aux apprenants de faire tout seul et quel est le contrôle que nous, on a? Et finalement, comment est-ce qu'on évalue un tel projet? Voilà, des quelques références que j'ai citées et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, je vais arrêter l'enregistrement.